Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Opinion. Ce dimanche, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Moustapha Diaw, membre du bureau politique du Parti socialiste. Moustapha Diaw, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard, je suis très content d'être en face de vous ce dimanche. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Très bien. Vous êtes le secrétaire général de la section socialiste Randoulène, porte-parole de l'Union communale de Thiès et membre du bureau politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes aussi à l'OMVS et titulaire d'un Master 2 en communication et marketing politique et Master 2 en gestion des ressources humaines. Vous êtes aussi ancien de la Légion étrangère française. Moustapha Diaw, les langues se délient au Parti socialiste depuis l'annonce de la candidature de Serigne Mbaye Thiam au poste de secrétaire général du parti. Des voix se sont élevées pour dénoncer l'attitude, mais aussi et surtout le timing choisi par le ministre de l'eau et de l'assainissement, accusé de faire part de ses ambitions au moment où l'actuel secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye se remet progressivement d'une maladie. Quelle compréhension avez-vous de ce débat qui fait rage au sein de votre formation politique? Merci Pierre-Edouard. Je suis encore une fois très heureux d'être en face des téléspectatrices et téléspectateurs de Walfadjri. Et votre question est tellement pertinente que ça mérite une certaine attention et une certaine présence d'esprit pour pouvoir répondre concrètement et d'une manière sincère. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut reconnaître que Serigne Mbaye Thiam est constaté comme un leader incontestable du Parti socialiste et au niveau national. Et souvent on dit quand on est constaté, on est contesté. Ce qui n'existe pas, ce qui ne représente rien, ne sont pas constatés, encore moins contestés. Donc Serigne Mbaye Thiam, il est victime de son leadership national, de son amour profond qu'il a pour le Parti socialiste et de sa sincérité dans son engagement politique et citoyen. Leadership national, on peut en douter. On lui reproche de ne pas avoir de base politique. Vous savez, avoir une base politique, je ne pense pas qu'on peut le reprocher à Serigne Mbaye Thiam d'une manière sincère et honnête. Il est député depuis 1996. Depuis 2000, il était dans la région de Kaolack, dans le département de Nioro, avec un grand leader qui peut être son oncle, qui peut être son père, l'honorable Moustapha Niasse. Je vais vous donner deux exemples pour imager. Aujourd'hui, du vivant de Tanor, et même après sa disparition, qu'Allah l'agrée dans ses paradis, on ne pouvait pas citer qui était le leader de l'AFP à Nguéniène, ni le leader de l'APR à Nguéniène, parce que Tanor représentait une icône au niveau de Nguéniène. C'est cette même représentativité que Moustapha Niasse avait. Et Serigne, dans le respect qu'il avait par rapport à Moustapha Niasse, qu'il a un peu guidé en politique, il ne pouvait pas le gêner. Vous êtes en train de dire que c'est Moustapha Niasse qui lui fait de l'ombre? Ne lui faisait pas de l'ombre, mais il partageait et lui, il acceptait volontiers de rester derrière. Mais aujourd'hui, avec le retrait de Moustapha Niasse, on voit nettement par la manifestation passée du week-end dernier que Serigne Mbaye Thiam est le leader de Nioro. Maintenant, pour revenir sur votre première question sur le timing, il faut savoir une chose. Serigne Mbaye Thiam, ce n'est pas la première fois qu'il annonce qu'il est candidat au secrétariat national du Parti socialiste. Du vivant de Tanor, vous pouvez retrouver l'interview. Il avait dit qu'il était prêt pour remplacer Tanor. Et Tanor n'avait pas contesté parce qu'il savait qu'il devait un jour ou l'autre être remplacé. C'est dans ce même état d'esprit, je suis persuadé que la présidente Aminata Mbengue Ndiaye est persuadée, elle aussi, qu'elle doit être représentée. Maintenant, le délit d'ambition, on ne peut pas le reprocher à Serigne Mbaye Thiam. Il existe dans votre parti, le délit d'ambition? Ben, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui à Serigne Mbaye Thiam. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez, Serigne Mbaye Thiam a sauvé
le Parti socialiste en 2019, avec le rappel à Dieu de notre père Ousmane Tanor Dieng, pour sauver le Parti socialiste, pour être en tout cas au devant de la scène, il est le premier à sortir pour dire que Aminata Mbengue Ndiaye remplace le président Ousmane Tanor Dieng. Et aujourd'hui, ces deux pelés trois tondus qui le critiquent aujourd'hui étaient les premiers à encore fustiger Serigne Mbaye Thiam pour dire qu'il ne devait pas dire que c'est Aminata Mbengue Ndiaye qui devait remplacer Ousmane Tanor Dieng. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas être dans une même situation qu'en 2019. C'est pour cela que nous devons presser le pas pour aller vers des renouvellements et mettre Serigne Mbaye Thiam à la tête. Être dans la même situation que 2019. Être dans la même situation vacances. Oui, nous retrouver du jour à l'autre par une incapacité totale ou moyenne, ou je ne sais pas, mais nous ne voulons pas, nous, en tout cas notre génération, comme disait Tanor, qui sommes techniquement compétents et politiquement engagés, nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation qui annoncerait sûrement la mort certaine du Parti socialiste. Est-ce parce que l'état de santé d'Aminata Mbengue Ndiaye vous préoccupe? Absolument. Aminata Mbengue Ndiaye, c'est notre mère, c'est notre tante, mais aussi elle représente l'institution du Parti socialiste. Si son état de santé vraiment n'est pas dans les meilleurs, dans la meilleure situation, vous confirmez qu'elle a des ennuis de santé? Non, ce n'est plus un secret de polichinelle. Notre présidente Aminata Mbengue Ndiaye a des soucis de santé. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Voilà, mais le reproche principal fait à Serigne Mbaye Thiam, c'est d'avoir choisi ce moment où Aminata Mbengue Ndiaye est en convalescence pour faire cette déclaration de candidature. Quelqu'un comme Abdoulaye Gallo Diawo parle même de coup de poignard donné à Aminata Mbengue Ndiaye. Que répondez-vous à cela? Je ne pense pas. Vous savez, il y a des gens qui sont des mercenaires politiques, des professionnels politiques qui attisent des querelles pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et moi, je ne réponds pas à ces genres de personnes. Mais vous entendez bien ces arguments? Ces arguments pour moi ne sont pas solides et qu'il faut voir le contexte. En meeting politique, la politique parfois, il ne faut pas être trop dans le sentimentalisme, il faut être dans le réel. Et le réel, c'est que le Parti socialiste a besoin d'un secrétaire général fort qui peut amener la nouvelle génération socialiste vers des lendemains meilleurs, vers des soirées de victoire. Et ça, nous pensons réellement que Serigne Mbaye Thiam en est capable. C'est pour ça que nous sommes très nombreux, contrairement aux 2 ou 3 personnes qui sont en train d'occuper les médias pour parler de Serigne Mbaye Thiam d'une manière pas très, en tout cas, fraternelle. Pourquoi pensez-vous qu'il présente le meilleur profil pour le PS? Vous savez, Serigne Mbaye Thiam, de par son parcours de l'école primaire à la fin de ses études, il a été toujours meilleur. Vous savez, il y a quelque temps, on a fuité ses devoirs de classe de C1, ses rédactions, ses devoirs. On dirait que organisé peut-être, si vous voulez, mais en tout cas ce qu'on voit c'est que en étant en classe de C1, C2, ces rédactions, vous le lisez aujourd'hui, un étudiant de classe de master est incapable de le faire. Mais limite, ça c'était pour un peu rigoler, mais voyez l'envergure de Serigne Mbaye Thiam au niveau international. Aujourd'hui, Serigne Mbaye Thiam est le président du Conseil des ministres de l'OMVS. Serigne Mbaye Thiam est le vice-président du système de l'éducation au niveau international. Vous voyez Serigne Mbaye Thiam dans d'autres stations. Serigne Mbaye Thiam qui organise le Forum mondial de l'eau au Sénégal. Serigne Mbaye Thiam est une chance pour le Parti socialiste. Moi, je suis d'accord. Vous me sortez 3 profils. Trois responsables socialistes qui ont le profil de Serigne Mbaye Thiam, on peut partir vers des compétitions au sein du Parti socialiste. Et lui, il n'a pas peur d'aller en compétition. C'est pour cela qu'il annonce sa candidature. Les autres, au lieu d'envoyer des sbires qui occupent la presse, ils n'ont qu'à faire comme lui et nous allons vers des compétitions. Et c'est ce que nous demandons, nous, les responsables et les cadres du Parti socialiste. Serigne Mbaye Thiam, un homme aussi contesté. Ses passages aux différents postes ministériels ont révélé au grand jour peut-être ses limites dans son management. Quand il était ministre de l'Éducation nationale, presque on a frôlé l'année blanche. On a vu également ce qui est arrivé
avec le passage de Sen'Eau, en tout cas Sen'Eau est venu pour remplacer la SDE. Donc est-ce que vous pensez qu'il a le meilleur profil? D'autres profils existent au Parti socialiste, non? Moi, je vous repose la question. Si vous trouvez 2 ou 3 profils qui ressemblent à celui de Serigne Mbaye Thiam, vous me le dites. Maintenant, pour voir sur la question de l'éducation. Moi, le dimanche dernier, j'ai un ami qui est inspecteur de classe exceptionnelle à l'éducation nationale. Il me dit, tu sais, Serigne Mbaye Thiam nous a rendu un très grand service. Il me dit, le seul problème que l'éducation aujourd'hui a, c'est les gens qu'on a recrutés 10 ans avant l'arrivée de Serigne Mbaye Thiam, parce que c'était avec l'histoire des quotas sécuritaires. Il me dit, avec l'arrivée de Serigne Mbaye Thiam, comment il a réorganisé l'enseignement et l'éducation. Aujourd'hui, on est en train de former les futurs leaders du Sénégal à travers l'école élémentaire, parce que les enseignants sont tous des gens qui ont le bac au moins et qui ont été formés pour donner un bon enseignement à nos élèves. Vous savez, l'enseignant ou le syndicaliste a horreur du changement, et même si ce changement est positif pour l'avenir. Aujourd'hui, vous savez, dans le cadre des politiques publiques, une bonne politique se ressent 10 ans après. Aujourd'hui, on sait que le niveau de l'enseignement secondaire aujourd'hui, et même secondaire et même primaire, on sent qu'aujourd'hui le niveau est très relevé. Mais ça, c'est les conséquences d'une politique qui a été menée par Serigne Mbaye Thiam depuis 2012. Est-ce qu'aujourd'hui, le seul combat qui vaille pour vous, socialistes, ne devrait pas être celui pour la redynamisation du parti? Votre parti a perdu beaucoup de sa superbe au fil des élections. Au lieu de vous quereller pour le poste de secrétaire général. Oui, vous savez, moi je pense que ce que vous dites là est quelque part vrai. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste fonctionne toujours comme un parti-État. Nos structures n'ont pas évolué depuis qu'on est Parti socialiste. Alors aujourd'hui, au lieu d'aller chercher des électeurs, le Parti socialiste est toujours dans un processus dépassé qui est la recherche de militants. Et tout le monde sait que le militantisme et quelqu'un qui achète une carte de membre n'est pas forcément un électeur. Il achète la carte de membre par sympathie à celui qui vend, mais forcément n'a pas l'idéologie ou n'a pas la conviction qu'il faut. Alors aujourd'hui, le Parti socialiste devait se réorganiser pour aller à la recherche de militants et non à la recherche pour aller à la recherche des électeurs et non à la recherche des militants. Et ça, on ne peut l'avoir qu'en changeant, qu'en restructurant notre parti. Et cela, je pense que nous qui accompagnons Serigne Mbaye Thiam, nous sommes en train de réfléchir dans ce sens-là pour vraiment donner l'occasion au Parti socialiste de revenir au devant de la scène. Mais c'est vrai, on est parti dans le cadre d'une coalition, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas une raison pour aller vers le divorce. Ah bon, le PS, vous, quelle évaluation faites-vous de votre compagnonnage avec le président Macky Sall depuis 2012? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que dans le mariage, quand on l'évalue, on n'est pas souvent content. À plus forte raison dans un compagnonnage politique où chacun est libre. Donc on n'est pas souvent content de notre compagnonnage. Ah bon, vous gérez une institution comme le Haut Conseil des collectivités territoriales, des postes ministériels, de direction générale, et vous dites que vous n'êtes pas content. Vous savez, il faut de plus. Vous savez, je pense que dans l'anderno politique sénégalais, j'ose dire qu'il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui compte plus de cadres que le Parti socialiste, qui sont techniquement compétents et politiquement engagés parce qu'ils ont été formés pour servir le Sénégal. Ça, c'était avant. Mais jusqu'à présent, quand vous rentrez dans Vision socialiste, qui est le mouvement des cadres du Parti socialiste, vous verrez des sommités intellectuelles. Quand vous entrez au niveau du mouvement des élèves et étudiants, vous voyez vraiment des germes des futurs leaders. Vous entrez dans le mouvement des jeunes socialistes
qui sont en train d'occuper le terrain au niveau national, vous verrez que le Parti socialiste a des beaux jours. Et aujourd'hui, c'est dans l'intérêt du Benno Bokk Yakaar de donner plus de responsabilités au cadre socialiste. Êtes-vous en train de nous dire que le Parti socialiste n'a pas la place qu'il mérite au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? Je pense qu'il peut avoir mieux. Mais encore une fois, ce n'est pas une raison de divorce. Il faut en tirer les conséquences si vous n'êtes pas content. Mais vous savez, souvent, on s'engueule avec sa femme dans la nuit et le matin, on ne la répudie pas. Donc, c'est la raison pour laquelle le Parti socialiste, malgré une certaine insatisfaction dans notre compagnonnage, on continue quand même à servir le Sénégal pour l'intérêt supérieur de la nation. Alors, le dernier gouvernement, dit gouvernement de combat, vous, quelle compréhension avez-vous de cette notion de combat? Alors moi, objectivement, si c'était moi, je n'utiliserais pas ce terme, gouvernement de combat. On ne peut pas vouloir la paix et utiliser des termes qui partent vraiment dans un sens de confrontation, qui parlent de combat, part dans un sens de confrontation. Maintenant, on peut utiliser le mot combat, combattre la vie chère, combattre les difficultés de la vie quotidienne des Sénégalaises. Là, dans ce cadre-là, moi je suis partant. Mais si c'est dans un cadre de confrontation entre nous et nos adversaires politiques, le terme n'ici pas. Est-ce que le fait pour le Parti socialiste de s'allier avec des libéraux, Macky Sall, il a toujours revendiqué son appartenance à l'international libéral. D'ailleurs, un congrès même a été organisé ici à Dakar en 2019. Est-ce que le fait de côtoyer les libéraux n'ont pas dénaturé votre parti? Vous savez, moi, objectivement, je pense que le président Macky Sall, depuis qu'il est là, avec le compagnonnage du Parti socialiste, sous la direction de Ousmane Tanor Dieng, a mené une politique sociale, pas une politique libérale. Tout le monde a vu les bourses sociales. Tout le monde a vu les innombrables subventions de l'État. Ça, c'est pas du libéralisme, ça, c'est du socialisme. Donc, moi, je ne pense pas que le fait d'être à côté de Macky Sall, qui fait partie en tout cas qui se réclame libéral, puisse dénaturer notre quai. Je peux dire simplement que le Parti socialiste était déjà une bouteille pleine quand on s'accompagnait quand on entrait dans le Benno Bokk Yakaar. On pouvait nous colorier, mais on ne pouvait pas changer notre contenu. Et le coloriage, c'est s'adapter par rapport aux conditions de notre coalition pour servir le Sénégal. Est-ce que là, vous n'avez pas opté pour l'ombre au lieu de la proie? Vous n'avez pas abandonné la proie pour l'ombre? La solution de facilité, je voulais dire. Vous savez très bien que nous n'avons pas choisi la solution de facilité. Vous avez vu toutes les difficultés que le Parti socialiste... Le fait d'être dans l'ombre de Benno Bokk Yakaar, de profiter des privilèges du pouvoir. Mais vous venez de dire tout à l'heure que le pouvoir ne nous a pratiquement rien donné. Donc on ne profite pas. Aussi, on n'est pas dans l'ombre. On n'est pas dans l'ombre. Mais aussi, parfois, même être dans l'ombre peut être bien. Être dans l'ombre est efficace et meilleur que occuper les médias avec aucune efficacité ou aucune efficacité ou aucun intérêt pour le Sénégal. Et le Parti socialiste, ce qui est important pour lui, c'est de servir dans les meilleures formes l'État et la nation du Sénégal. De plus en plus, l'idée de retrouvailles de la famille libérale est agitée. Pour vous, pour la famille socialiste, qu'attendez-vous de cette famille-là? Je n'ai pas compris votre question. De plus en plus, il est question de retrouvailles de la famille libérale. Oui. Est-ce que vous, socialistes, vous allez être là, croiser les bras et entendre Macky Sall se retrouver probablement avec ses anciens frères? Ou bien vous allez faire des démarches pour vous retrouver, vous, la famille socialiste? Là, c'est une question intéressante parce que le 20 novembre 2020, pourquoi j'oublie pas cette date? Parce que c'est à la suite d'une réunion entre des socialistes et des khalifistes. Nous nous sommes retrouvés dans un grand restaurant de la place. Les gens qui me suivent diront que je dis la vérité. Et nous discutions les conditions de retrouvailles de la famille socialiste. Et moi, qui suis séréniste, je peux me l'appeler comme ça, était dans cette discussion.
Et ça veut dire quoi? Que j'avais l'aval de mon leader, Serigne Mbaye Thiam. Il y avait d'autres camarades du Parti socialiste qui étaient dans une discussion avec les plus représentatifs, en tout cas des lieutenants de Khalifa Sall. Ce jour-là, pourquoi je ne rappelle pas cette date? Parce que j'ai eu mon garçon qui est né ce même jour-là. Et nous étions dans un restaurant, c'est là où on m'a annoncé que j'avais... Moi, je travaille sur ça. Beaucoup de gens travaillent sur ça. Serigne encourage les retrouvailles de la famille socialiste. Mais ce sera dans le cadre d'une dynamique. Et cette dynamique arrivera un jour ou l'autre, que la famille socialiste va se retrouver. Et c'était un vœu très cher à Ousmane Tanor Dieng. Son dernier bureau politique qu'il a présidé, il a parlé dans ce sens-là. Il a parlé pour vraiment que toute la famille socialiste qui se réclame de Senghor, qui se réclame de Lamine Gueye, doivent se retrouver pour encore, en tout cas, se remobiliser et aller vers notre essence qui est la reconquête du pouvoir intégral, que ce soit avec d'autres ou que ce soit avec seulement la famille libérale et la gauche sénégalaise. Se retrouver dans quel cadre? Est-ce dans un parti, donc de manière organique, ou bien chacun de son côté et que, en cas d'élection, vous vous retrouvez? Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que c'est dans le cadre d'une dynamique. Il y aura forcément quelque chose qui va nous pousser à nous retrouver pour survivre. Et cette dynamique-là, nous sommes tous en train d'y travailler. On ne peut pas dire que c'est telle condition qui va favoriser cela ou une autre condition qui va favoriser cela. Mais nous y travaillons et une dynamique va nous permettre de nous retrouver autour d'une même table pour concrétiser vraiment les retrouvailles. Mais est-ce que dans leurs différents, Khalifa Sall, Barthélémy Diaz n'ont pas atteint le point de non-retour avec le Parti socialiste? Vous savez, on a vu des gens et ils se sont retrouvés autour d'une même table. Et nous, les socialistes, ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là. Le PS est-il en train de survivre, mais difficilement, de Ousmane Tanor Dieng? Vous savez, remplacer Ousmane Tanor Dieng, ce serait très difficile. Parce que c'est l'homme qui a subi le plus de trahison sur la scène politique sénégalaise. C'est l'homme qui a su rassembler un parti qui était en lambeaux. C'est l'homme qui a su inspirer confiance aux jeunes générations qui ont voté contre le Parti socialiste en 2000. C'est l'homme qui a su donner confiance aux responsables socialistes qui étaient restés avec eux après avec la perte du pouvoir en 2000. C'est l'homme qui a su mobiliser des jeunes qui n'étaient pas nés en 2000 pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui au sein du MES, au sein de Vision Socialiste, au sein du mouvement des jeunes socialistes. Cet homme-là, le remplacer, ce sera très très difficile, en tout cas dans nos cœurs, dans nos esprits et dans notre manière de faire. Ousmane Tanor Dieng, celui qui le remplacera, en tout cas au poste de secrétaire général du Parti socialiste, en tout cas a intérêt à poursuivre dans sa lignée et dans la continuité. Et cela, le meilleur profil, encore une fois, c'est Serigne Mbaye Thiam qui représentait sa main droite. Oui, mais pourquoi dans la continuité, forcément, Tanor a eu à faire des choses, il a fait son temps. Autre temps, autre mœurs, dit-on. Oui, vous savez, je vais vous donner l'exemple de ce qui fait la stabilité de notre pays. C'est les foyers religieux qui ont été fondés il y a 50 ans en arrière. Cheikhoul Khadim est retourné dans la lumière divine en 1927, dans 5 ans, 100 ans, et pourtant c'est dans la continuité. C'est grâce à cette continuité-là qu'on a cette stabilité. Quand on part vers l'église, c'est dans la continuité. Parce que c'est dans la continuité qu'on trouve la stabilité. Mais on peut être dans la continuité en progressant. Et c'est cela que nous voulons, progresser dans la continuité pour atteindre les objectifs. Moustapha Diaw, est-ce que le fait pour le Parti socialiste de n'avoir pas présenté un candidat à la dernière présidentielle, celle de 2019, n'a pas été fatal à votre formation politique? Un candidat socialiste, je veux dire. Vous savez, là, il faut faire une lecture dans l'angle de l'éthique. Dans l'angle de l'éthique.
L'angle de l'éthique, c'est On quoi? est en politique aussi, c'est une question de réalisme. C'est ça qui est dangereux. Quand on est en politique, on se dit que tout est possible. On peut tout se permettre. Le respect de la parole donnée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi qui suis un ancien militaire, ça, c'est la raison pour laquelle mon estime pour Ousmane Tanor Dieng augmente tous les jours. Il avait en bandoulière le respect de la parole donnée. On ne peut pas assumer avec quelqu'un un pouvoir de 2012 à 2019 et assumer tout, partager avec lui tout ce qu'on a fait ensemble et se retrouver en face de lui lors des élections. Qu'allons-nous dire aux Sénégalais? Je pense qu'en dehors de non-respect de notre parole donnée, nous serions déloyaux, nous ne serions pas des gens dignes de confiance et mériter encore une fois la jeunesse et les cadres, les intellectuels qui sont en train de rejoindre le Parti socialiste. Vous savez, la vie politique on doit refuser d'accepter tout et de faire tout. Dans la vie politique, il faut une autre manière de voir. C'est là où c'est intéressant de changer. Nous devons, nous, notre génération qui sommes nés après les indépendances, nous, notre génération qui n'avons même pas connu des professeurs occidentaux, nous, notre génération qui avons notre formation par des Sénégalais bon teint comme nous devons refuser de dire que la politique telle qu'elle a été conceptualisée par les Occidentaux, nous devons la pratiquer telle qu'elle, en mettant de côté nos traditions, nos mœurs et nos valeurs. Non, nous devons mettre en premier lieu quelles sont les traditions africaines, quelles sont les nôtres, nous, les Sénégalais. Qu'est-ce que nous devons prendre en compte pour mener une politique qui correspond exactement à nos valeurs et à nos coutumes. C'est à travers nos valeurs et nos coutumes et nos traditions que nous allons développer, parce que nous avons conceptualisé notre propre modèle de développement et de faire de la politique. C'est en cela que l'Afrique va se soulever. C'est en cela que l'Afrique va se développer pour arriver à un certain niveau. Vous savez, Pierre-Edouard, en 2050, l'Afrique fera 2,5 milliards de personnes. Vous savez, l'Europe dans son entièreté fera moins d'1 milliard de personnes. C'est-à-dire que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Si les Africains n'imposent pas leurs valeurs et leur culture, si les Africains ne conceptualisent pas leur manière de voir le développement, leur manière de voir la politique, mais nous resterons, malgré notre nombre, malgré notre population jeune, nous resterons toujours des suivistes, et c'est nous qui allons faire le bonheur des peuples occidentaux qui sont inférieurs à nous. Macky Sall, le libéral, investi au siège du Parti socialiste, à la maison du parti. Est-ce que là, c'est pas Senghor qui se retourne dans sa tombe? Moi, je dis que Senghor était en train de sourire dans sa tombe parce qu'il est content, parce qu'il sait qu'il a construit des hommes, il a construit un État il a construit un État qui refuse toutes sortes de manœuvres qui pourraient amener notre pays vers ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans nos proches frontières. Senghor devait être très heureux en voyant Macky Sall et Ousmane Tanor Dieng la main dans la main au sein de la maison du Parti socialiste, avec une belle mobilisation. Le vert, on voyait le vert partout. Et le président Macky Sall, investi par des socialistes dans le cadre du respect de la parole donnée, mais en ayant une perception sûre que Macky Sall avait une bonne vision de développement pour le Sénégal. Et c'est pour cela que nous avons investi. Donc le Parti socialiste avait un candidat, mais peut-être le candidat n'était pas encarté socialiste. Mais jusqu'à présent, nous sommes convaincus que nous avons fait un très bon choix. Est-ce que ce débat-là sur la candidature au poste de secrétaire général au Parti socialiste ne pose pas en filigrane la lancinante question de la démocratie interne dans nos partis politiques? S'il y avait une démocratie interne solide, ça allait passer passer comme lettre à la poste, ça allait être de source. Vous savez, je vais chronologiquement, mais dans un sens inverse, je vais vous dire ce que vous dites n'est pas valable pour le Parti socialiste. Et pourquoi? En 2019, pour investir le président Macky Sall, le président Ousmane Tanor Dieng a fait voter toutes les coordinations sous bulletin secret. Est-ce que nous devons avoir un candidat ou nous devons poursuivre avec le Benno Bokk Yakaar? À presque 82%, le oui l'avait emporté. En 2017... Non, sans bruit, hein?
On était en là 2017. encore. Oui, en 2017. Il y a eu des dans affrontements dans le cadre des élections législatives, on avait procédé de la même manière en faisant voter les coordinations. Au référendum de 2016, le bureau politique a voté pour le oui dans sa grande majorité, ce qui a occasionné les différentes péripéties du Parti socialiste. En 2007, pour l'investiture de Tanor, on a demandé est-ce qu'il y avait des candidats pour faire des primaires. Il n'y avait que Tanor et on l'a investi au niveau de la base. Pareil pour 2014. Le Parti socialiste est le seul parti qui respecte d'une manière régulière son congrès pour l'élection des responsables socialistes. Donc, le manque de démocratie au sein du Parti socialiste... Le dernier congrès remonte à quelle année? 2014. 2014. Le prochain? Et on avait 3 candidats. Finalement, l'un a désisté et on a voté pour 2 candidats. Vous vous rappelez, c'était Ousmane Tanor Dieng contre Aïssata Tall Sall. On est en 2022, ça fait 8 ans. Oui, ça fait 8 ans. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les élections, le référendum, les élections législatives, le décès de Ousmane Tanor Dieng. C'est ça qui empêche. Mais on a déclenché la vente des cartes depuis 2016. Vous voyez. Donc le Parti socialiste respecte ces textes. Parce que vous avez raison, dans la plupart des autres partis, ils ont du mal à respecter leurs propres textes. Et c'est là où j'ai peur et que vous avez raison. Quand on est incapable de respecter ses propres textes, les Sénégalais doivent être intelligents pour comprendre que quelqu'un qui n'est pas capable de respecter les textes qu'il a écrits lui-même ne sera sûrement pas capable de respecter ce qui nous lie nous tous, c'est la Constitution et les lois de ce pays. On s'achemine vers des échéances importantes 2024. Comment elles se présentent au niveau du Parti socialiste? Autrement dit, et cette question, vous aurez à y répondre à plusieurs reprises d'ici là, le Parti socialiste aura-t-il un candidat socialiste 100 ans? Vous savez, nous, on a l'habitude de dire chaque chose à son temps. Nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'avoir un secrétaire général qui sera la vitrine du Parti socialiste. Et par rapport à cela, nous allons réfléchir sur quelle perspective nous allons prendre. Mais moi, mon souhait personnel, c'est que le Parti socialiste, le candidat du Parti socialiste, soit le candidat du Benno Bokk Yakaar en 2024. Dans un contexte de débat autour du 3e mandat, quelle est votre position là-dessus, le 3e mandat? Vous savez, moi je me limite sur ce qu'avait dit le président de la République. Je m'en limite là. Quoi? Parce que son discours a évolué de je ne peux plus être candidat à je ne dirai ni oui ni non. Il y a eu un fossé. Mais il a expliqué pourquoi il ne dit pas ni oui ni non. Il l'a expliqué. Même pourquoi les gens veulent toujours revenir puisqu'il avait déjà répondu à cette question. Mais il a des objectifs à atteindre. Il a son timing de communication. Et cela, nous pouvons le comprendre. Ceux qui sont des communicants, les journalistes, vous pouvez le comprendre, que la communication doit avoir un objectif et un timing bien déterminé. Et le président, le moment venu, moi je suis certain qu'il ne décevra pas les Sénégalais. Ousmane Tanor Dieng a été connu pour ses valeurs républicaines. Pensez-vous que de son vivant, il aurait accepté un 3e mandat pour Macky Sall? Moi, Ousmane Tanor Dieng, le connaissant dans ses valeurs intrinsèques, je pense objectivement que s'il était vivant, il donnerait les bons conseils au président Macky Sall. C'est-à-dire? Je ne sais pas quels seraient ses conseils parce que je ne suis pas Ousmane Tanor Dieng. Alors, nous allons progresser un peu. Moustapha Diaw, vous êtes le secrétaire général de la section socialiste Randoulène et porte-parole de l'Union communale Sénégal. Nous allons aborder maintenant le Sénégal du social. À votre avis, comment se porte le Sénégal, socialement parlant? Je pense que à la veille de la formation du gouvernement Amadou Ba, que je félicite et formule des prières pour qu'il réussisse la mission que lui a confiée le président de la République, le président, dans son discours, a montré à suffisance qu'il a compris qu'il reste encore des zones où les populations demandent d'être plus soulagées. Et quand on interprète son discours
on voit sans l'ombre d'un doute que le président est conscient de cette situation et cherche à trouver des solutions dans les meilleurs délais possibles. Il a eu 10 ans pour le faire. Vous savez, il y a 10 ans, depuis 10 ans, le président Macky Sall, tout le monde sait qu'il a fait énormément de choses. Vous savez, la perfection n'existe pas. Le créateur n'a pas tout créé dans la perfection. Président Macky Sall, dans 10 ans, ne peut pas régler tous les problèmes du Sénégal. Comme un homme d'État avec un gouvernement, il voit des priorités et il met l'accent dessus. Il a vu des priorités au début de son mandat, il a mis l'accent dessus. Quand vous visitez la sous-région, vous comparez ces pays-là avec le Sénégal, vous verrez que le Sénégal a fait un très grand bond en avant. Et c'est cela qu'on demande à un État, faire un bond. La politique, c'est quoi? Chercher des moyens légaux pour alléger les difficultés des populations. Je pense que dans les 10 ans que la coalition Benno Bokk Yakaar gère ce pays, à la tête le président Macky Sall, je pense qu'on a fait d'excellentes choses pour les Sénégalais. Rentrez à l'intérieur du pays, vous questionnez, vous posez la question aux Sénégalais. Est-ce que le président Macky Sall a fait des choses intéressantes pour le pays? Ils vous répondront oui. Maintenant, il ne peut manquer des interprétations des actes par rapport à l'éthique, par rapport à la morale. Mais oui, justement, c'est là que je voulais en venir. Le bilan, il n'est pas seulement matériel, il est aussi immatériel. Effectivement, le bilan n'est pas seulement matériel, le bilan est aussi autre chose. Mais vous savez, quand on dirige un État, on fait toujours focus au plus important, mais dans la recherche de la paix et de la stabilité. Et je pense que le président Macky Sall, dans le cadre d'initier des voies pour amnistier certaines personnes, ça aussi c'est dans la recherche de la paix et de la stabilité. Et c'est cela en fait qui montre la grandeur de l'homme, je pense. C'est-à-dire savoir écouter son peuple et répondre à leurs sollicitations, quel que soit l'intérêt partisan ou pas. Et je pense que le président Macky Sall, le cap qu'il a désigné, mais va d'une manière très globale vers la stabilisation, une meilleure stabilisation du pays pour atteindre des objectifs qui sûrement vont faciliter en tout cas la réduction des difficultés du peuple sénégalais. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour cela c'est cela aussi qui justifie notre engagement et notre devoir, en tout cas en tant que socialiste, de l'accompagner pour maintenir et stabiliser la paix sociale au Sénégal, pour éviter d'avoir à l'intérieur de notre pays ce qui se passe ailleurs. L'amnistie, parlons-en, pour Khalifa Sall et Karim Wade, annoncée par le président de la République. Quelle est la position de votre parti là-dessus? Vous savez, une amnistie, ça cible pas des personnes, ça cible des faits. Maintenant que les gens que vous venez de citer rentrent dans cette amnistie-là, moi je m'en réjouis parce que Khalifa Sall est notre camarade. Khalifa Sall nous a inspiré. Khalifa Sall nous a donné envie de faire de la politique à notre très tendre jeunesse. Donc si Khalifa n'y voit pas d'inconvénient, encore moins nous qui sommes ses camarades, et nous lui souhaitons qu'il retrouve toutes ses capacités citoyennes pour participer d'une manière officielle, d'une manière légale à la vie politique de notre pays. Il y a Khalifa Sall, il y a aussi Karim Wade, condamné à payer 138 milliards d'amendes. Faut-il passer par perte et profit cette importante manne financière, l'argent du contribuable? C'est Karim Wade qui a été médiatisé. Peut-être il y a d'autres personnes qui ont subtilisé plus, mais qui rentrent dans le cadre de la loi d'amnistie. Il faut faire table rase de tout cela? En tout cas, le président de la République, c'est nous qui lui avons confié les destinées de notre pays. Et quel que soit Alpha, c'est l'Assemblée nationale qui doit voter cela. Et l'Assemblée nationale, aujourd'hui, est occupée par le Yewwi Askan Wi, le Wallu Askan Wi, le Benno Bokk Yakaar,
et 3 autres identités. Donc je pense que quel que soit le vouloir du président Macky Sall, au moment où ça passe par une loi, c'est l'Assemblée nationale qui décidera et qui tranchera cette question. Et les députés socialistes auront reçu comme mot d'ordre de voter cette loi. Vous savez, nous, nos députés, au moment qu'ils sont à l'Assemblée nationale, sont des députés du peuple sénégalais et non de notre parti. Je vais à présent, pour la fin de cette émission, vous interpeller en tant qu'ancien légionnaire étrangère française pour discuter un peu, avoir votre point de vue sur ces coups d'État nombreux en Afrique. Le dernier en date, c'est celui intervenu au Burkina Faso il y a une dizaine de jours. Cette instabilité institutionnelle en Afrique, surtout francophone, il vous inspire quelle réflexion? La première réflexion, c'est l'éveil politique du peuple africain. Vous savez, si vous regardez bien, je parlais tantôt de la génération qui n'a pas connu la colonisation. Et si vous voyez, tous les militaires qui ont pris le pouvoir, ils ont à peine 40 ans. Ils ont à peine 40 ans. Ils ont né presque 20 ans après les indépendances. C'est-à-dire qu'ils sont dépourvus de tout complexe par rapport à l'Occident. Ils sont dépourvus de toute faiblesse intellectuelle ou morale par rapport à ce qui se passe. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a vu meilleur ailleurs et nous voulons ce qui est meilleur ailleurs, nous voulons que la jeunesse africaine puisse l'avoir. Et cela, si ça peut passer par les politiques, tant mieux. Si ça peut passer par les partis politiques, ce serait encore mieux. Mais ce qu'il faut toujours prendre en compte, nous les hommes politiques, nous devons savoir qu'un homme politique ne peut pas devenir un militaire, mais un militaire peut devenir un très bon homme politique. Là, c'est une réponse adressée à Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, qui, interpellé sur la question au Burkina, a dit que la place d'un militaire, ce n'est pas de diriger un homme politique. Vous savez, ça c'était des conceptions des années 1950 ou 1960. Mais aujourd'hui, les militaires sont autant formés et sont autant engagés pour leur pays. Et quand on est capable de donner sa vie pour la stabilité de son pays, on est aussi capable de garder sa vie pour mieux servir son pays. Et si on le fait dans le cadre de la gestion des affaires, ben, ce n'est pas le militaire ou le civil, mais on a besoin de toutes les compétences. Et les militaires aussi ont des compétences. Et pourquoi, à votre avis, ces coups d'État touchent essentiellement l'Afrique de l'Ouest francophone? Mais parce que, nous le savons tous, on ne peut pas être toujours sous domination. Mais vous savez ça, pourquoi? Parce que, vous savez, la langue est le véhicule d'une culture. Et nous, tant que nous parlons la langue de l'ancien oppresseur, nous sommes toujours influencés par sa culture. Et quand quelqu'un t'influence par sa culture, il est possible qu'il t'influence sur le plan économique et sur la manière de penser et sur la manière de dérouler. Et c'est cela, en fait, qui fait que tant que nous continuons à parler la langue dominatrice, nous serons toujours sous la joug de notre oppresseur. Maintenant, ça veut dire que l'Afrique, pour moi, pour qu'on évite ces coups d'État-là, les hommes politiques africains doivent se projeter de ce que deviendra l'Afrique de 2050. Nous devrions tout faire pour que l'Afrique puisse parler ses propres langues. Nous devrions tout faire pour que l'Afrique, d'ici 2050, que celui qui veut commercer avec l'Afrique apprend d'abord notre langue avant de venir commercer avec nous. Parce que quelle que soit notre compétence de pouvoir parler la langue de Molière, l'Occident qui vient avec son camarade, ils sont capables de se parler sans qu'on puisse les comprendre. Je vous donne un Chinois qui parle le Wolof. Toi et moi, on va dans sa boutique pour lui parler. On peut se parler en Wolof, bien qu'il comprenne le Wolof. On peut parler, nous, entre Wolof. Et qu'il ne comprendra pas ce qu'on est en train de dire. Dans la négociation, c'est pareil. On ne peut pas négocier avec une langue étrangère. Nous, les Africains, puisque d'ici 2050, feront le tiers de la population mondiale, doit imposer sa propre langue, doit imposer sa propre culture, doit imposer sa conceptualisation du développement
du développement du monde des prochaines centenaires. Je pense que c'est comme ça que je veux l'expliquer pour un peu répondre à mon ancien camarade qui pense que les militaires ne peuvent pas gouverner. Merci beaucoup. Merci Moustapha Diaw, secrétaire général de la section socialiste Randoulène, porte-parole de l'Union communale de Thiès et membre du bureau politique du Parti socialiste. Merci infiniment d'être venu malgré votre agenda, on le sait, très chargé, de venir répondre à notre invitation. Merci Pierre, c'était un plaisir et cela, moi je ne me suis pas trompé, vous êtes l'un des meilleurs journalistes de ce pays. Et cela se sent parce que c'est dans le sang. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de Opinion. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir. Bon.